Hop là guys, salut tout le monde. On va sur Might and Magic 9, là, notre réenregistrement de la série. Il nous reste à aller tuer, enfin emprisonner Njam le Fourbe. Mais est-ce qu'on va pas à la taverne pour prendre la quête juste des bains? Juste histoire de dire, on bâche encore un petit peu. On fait ce donjon tout à fait optionnel. J'allais dire inutile. Non, quand même, il y a quand même de l'XP, quoi. Donc c'est quelqu'un ici qui va nous parler des bains. Je sais pas qui. Apparemment, on se fait chier au paradis, donc tout le monde se retrouve à la taverne. We make the best drinks in all of Ostergard. Alors, j'ai ces termes là que j'ai achetés et ils ont un petit problème. Allons, quel est le problème? La personne à qui je l'ai acheté n'a pas fermé les portes avant de fermer l'établissement. Maintenant, une créature du nom Déborah s'y est installée. Kron lui-même a peur d'aller se baigner. Il veut que les bains deviennent opérationnels. Pourquoi il t'aide pas? Elle a déjà essayé de demander quelque chose à un dieu. N'y pensez même pas. Kron me dit que c'est mon problème et que c'est à moi de m'en occuper. Mais je veux pas là-dedans, hein. Cette Déborah et ses concubines me déchiraient en morceaux. Ah, apparemment, t'es vraiment dans la merde. Écoutez, vous avez l'air assez costaud. Je suppose que vous n'avez pas envie d'aller là-bas et de montrer à ces monstres qui est le vrai boss. Pourquoi pas? Ça ferait plaisir. Alors, il faut pas tuer Déborah, je crois, pour cette quête. Il faut aller foutre la branlée à ses concubines. Il faut la faire partir, mais il faut foutre une branlée à ses concubines. Elle-même va à nouveau fuir, Déborah. Si vous faites ça. On peut essayer, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait le bathhouse. Et là, du coup, on va retrouver des colloïdos, là, des guerriers colloïdos, trucs comme ça. Des élèves de terre. Si je ne m'abuse, c'est une Njam, c'est la maison qu'elle a. Je m'abuse peut-être. Nous verrons cela. En tout cas, les termes, c'est ici. Donc ça bâche, c'est de la baston, hein, ici, voilà, du guerrier colloïdal. Toi, ton bless, il dure 3h30. Ça, je fais un petit Wizard's Eye. Donc là, ça va donner beaucoup de gold, beaucoup ça pexe bien aussi, hein, ici. Le gold et le loot sont de qualité. Vous pouvez casser les vases ici pour avoir du méga loot. Et pas du loot de merde, hein, je veux dire, du beau loot. Hein. Des méduses. Mais d'où tu sors la méduse là? Alors, pas de texture sur cet objet, ça donne envie. C'est le seul donjon où les vases sont vraiment cassables. Mais ils font pas exprès là, ils font pas semblant, je veux dire, dans ce donjon, ils sont assez sévères. Donc oui, on va avoir, je vous le dis tout de suite, une chier de gold hein, à la fin de ce donjon. Pearl Ring of the Rock. Pourquoi pas, hein, je veux dire, c'est pas... Lachmon Oberk. Ouais. Va en classe d'armure, toi t'as... T'as beaucoup en classe d'armure. T'es maître en armure ou quoi? Ah oui, d'accord, oui, donc un truc du grand maître, c'est beaucoup mieux pour toi, effectivement.
Effectivement, quand tu es maître en armure, il vaut mieux avoir une armure du grand maître. Bon, ça pexe pas beaucoup. Hein. La vapeur, si je m'abuse, ça fait assez mal. Mais vous voyez rien du tout dans la vapeur. Bon, c'est-à-dire, il n'y a rien hein, dans ces salles. C'est juste un sauna, quoi. Ok. Alors ici, je suis pas fan de ce donjon pour une raison toute simple. C'est les portes sont super chiantes à voir. Ça, c'est par là qu'on est rentré. Toi, tu peux déjà tout prendre. Hein. C'est déjà identifié, je veux dire, ce que tu trouves là-dedans. Donc, autant que ce soit le... Pourquoi t'as shooté le guerrier colloïdal, toi? Le soldat colloïdal. Lui, il a l'air assez charmé, lui. Alors là, on peut aller sous l'eau ici. C'est probablement ce qu'on devrait faire d'ailleurs. Alors est-ce qu'on pexe? Pas autant qu'on l'aimerait, hein. Vraiment, ça c'est assez triste. Je pense qu'au niveau inventaire, on va être plein bien avant la fin de ce donjon. Bon, il y a du super stuff, hein. Je veux dire, on a des plaques impériales là. C'est du gros stuff tout ça. Oh là, toutes les armures qu'on a, mais c'est de la folie furieuse. Alors, harness impérial de agilité, armure 34, recovery réduite de 10. Bah, je pense que ça va être bien. Hein. Armure de plaque sombre, 35 en classe d'armure. Ça, c'est le top de chez top de chez top. Steel boot du Yeti. Voyez-vous ça? Elles sont mieux que ces boots à lui, hein, les steel boots du Yeti. Donc tu vas mettre ça, s'il te plaît. Alors, une armure à 35 en armure. Je pense que c'est quand même mieux que ce que t'as toi. À peine mieux. Cela dit, elle est de qualité excellente. Ce que je vais tenter, c'est un enchantement d'objet. Un truc fou que je n'ai pas encore tenté sur ce jeu. Et qu'en ai-je fait? Soulless. Plus 20 en résistance au Spirit Magic. Ouais, alors là pour Alpen, c'est la merde. It's not worth keeping. It's not worth keeping. Ok, bon, bah écoutez, pour l'instant on s'en sort plutôt bien. Alors, des gantelets assez neufs. Ouais, lui là c'est des trucs de 7 là. Bon. Plongeons mes amis, plongeons. Je crois qu'on en revient à la grande salle, là, non? Non, on en revient à une salle où nous n'étions pas encore allés. Feuille de papier. Et alors j'ai dit à Kron non. Et lui, tout ce qu'il a trop à me dire, c'est que c'est lui qui est en charge du monde. Mais je ne pouvais pas tolérer ce type de comportement. Je l'aurais probablement aidé, et seulement s'il m'avait demandé gentiment. Mais je peux vous assurer qu'il ne l'a pas fait. Peut-être quelques jours sans bain réussiront à lui éclaircir les idées.
Et puis après, vous savez ce qui s'est passé. Ok. Donc Kron a eu un différend avec l'ancien propriétaire des lieux. Ça parce que Kron est un peu arrogant. Bon, c'est jamais qu'un dieu, quoi. C'est le droit des dieux. Donc bon. Qu'attendez-vous d'autre de lui? Alors, Ebora qui dit: hey, comment osez-vous entrer dans mon bain? Vous allez mourir. Alors, il faut pas chercher Ebora. Mais il est immortel, ce warrior, ou quoi? Il a plutôt l'air d'être immortel, ouais. On part rester là, il a l'air immortel, ce mec. Je pense qu'avant d'aller le chercher, lui, il va falloir qu'on commence par faire quelque chose. Il doit y avoir quelque chose que nous n'avons pas fait. Genre partir par là. Par exemple. Voilà, on a éteint ici un truc. Ah, ça doit être pour arrêter la vapeur. Je crois que c'est la vapeur qui régénère les gars colloïdaux là, qui fait qu'ils sont immortels. Donc il faut enlever la vapeur déjà. Si vous voulez avoir une chance de les tuer. Je crois qu'il y a une autre machine à arrêter quelque part. On va déjà voir si on peut tuer ce guerrier colloïdal. Pas encore a priori. Il est encore immortel. Bon, nous reviendrons, hein. Il y a encore toute une partie de donjon qu'on n'a pas faite, hein. Donc toute la partie qui est là, on l'a pas faite. Je suppose que c'est là que nous sommes censés aller. En tout cas, je vois pas d'autres possibilités. On n'a rien de cassé là, rassurez-nous. On a une quantité de stuff là-dedans. On va faire une quantité de pognon. Ça va être assez fou, encore une fois. Alors, qu'y a-t-il par là? Ah, je crois qu'Ebora est en train de se barrer. Concubine, prenez ma serviette. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que vous avez entendu quelque chose? Merci mes bons amis de m'avoir invité dans cette... dans cet endroit. Je pense qu'Ebora est en train de partir. Alors on a chopé une armure un peu chelou. Aclean Boulia of the Rock. C'est une armure en cuir apparemment. 17 en classe d'armure, c'est complètement fou. Éventuellement ça. Alors un anneau anthropique. Pourquoi pas, je veux dire on a de la place. Anthropique Protoder Fata. C'est mieux que ce que t'as. Toi t'as 6 en classe d'armure avec ça. Avec ces sabatons tu auras 10 en classe d'armure. Et tu auras bien sûr de la meilleure musique avec sabaton. Voilà, 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 ça c'est dit. Masturadique des branleurs. Des bagarreurs. Oh, c'est pareil, brawler, ça fait un peu branleur, quoi. Marteau de Trellborg. Alors, il y a du stuff tellement fat que tu ne verras jamais ça ailleurs dans le jeu. Hein. Genre ce marteau Trellborg. Cette armure de cuir, là.
Ça, j'ai 68 en classe d'armure avec ça. Là, j'ai 71, vous voyez. Donc, j'augmente encore la classe d'armure de mon mage. Oh, un démon. Un Lesser Demon. Alors, vous avez intérêt à vous habituer à ça parce que dans la tombe des 1000 terreurs, on va en choper une horde des démons en mineurs. Ah, et il transforme en démon majeur, lui. Comme une partie de ceux qui sont dans Thousand Terrors. Ok. Ouais, les démons majeurs, démons mineurs qui se transforment en démons majeurs, tout ça. Vous avez intérêt à vous y habituer, hein, aux démons. Bah, je vous le dis. I think I got it. I think I got it. No. Voilà. Donc on a déjà un perso plein, hein, niveau stuff. Oh, un coffre noir, dis donc. Dido, dis donc. Qu'est-ce que tu bois, Doudou, dis donc. Bah, Doudou. I think I got it. Witchbane, ça c'est pour Lich. Il se dit que ce home est fait à partir du crâne d'Iltik. C'est pas Etrix, c'est Iltik, hein, la plus puissante sorcière de l'Empire ursanien. Les rumeurs disent que l'empereur Ralphor lui-même a tranché sa tête. Après en avoir retiré les parties non nécessaires, il avait un nouveau casque enchanté contre les attaques magiques. Effet plus 20 aux résistances, plus 20 contre les attaques magiques. Bah, apparemment non, hein, c'est pas... Moi j'aurais pensé que c'était réservé aux Lich. Ah mais t'as plus 5 en Elemental Magic avec ça, mec. Toi t'as plus 5 en Spirit Magic avec ça. No. C'est pas tellement fat, hein, comme truc. Hein. Mais ça marche vraiment, Witchbane? Ah ouais, tu peux l'utiliser. C'est bizarre. Je suis très très étonné qu'on puisse l'utiliser sur quelqu'un qui n'est pas Lich. Mais le set pour les Lich est probablement un casque qui a cette... qui a ce skin. I think I got it. It's not worth keeping. On va être tellement pété de thunes que ça va en être grotesque et ridicule. Par contre, niveau XP, c'était pas fantastique, hein, ce donjon. Hein. Je dois avouer, c'est pas super. Je pense qu'on aura droit à un level up, hein, au final. C'est là que vous voyez quand même que nos persos commencent à être d'un niveau tout à fait élevé. Donc là-bas, il y a une vanne. Pépi qui prend 200 points de dégâts. Là, il y a une vanne que nous devons arrêter. Normalement, c'est bon. Du coup, normalement, ce... Ah bah ça va carrément le tuer. C'est comme ça qu'on peut le tuer, lui. Voyez-vous ça. Et normalement, Ebora, elle est partie. Et ce sont ses concubines restent seules à Ebora. Parce qu'Ebora, tout à l'heure, elle a demandé sa serviette. Elle a remercié les colloïdos pour cette... pour cette invitation. Donc voilà, il y a les 3 concubines. Qui sont des personnes assez vénères. Hein. Ne me défiez pas, mes concubines vous tueront. Ah, c'est Ebora comme... Bah, la chance est avec vous, mais vous ne l'emporterez pas. Non, vous avez ruiné mon bain. Elle se barre.
Bon. Donc elle n'était pas partie, mais ce sont ses concubines qui ont pris le relais. Ce qui est normal, hein. C'est ce qui est attendu par la quête. Par contre, si jamais vous tuez Ebora, normalement, ça fait échouer la quête. Il y a eu plus de casse que ça, les enfants. C'est toi qui as centralisé toute la casse, ma grande. C'est tellement triste. No, fixed. Bon, normalement, nous avons fini. Bah oui, de toute façon, la quête a été validée. Regardez, on a gagné de l'XP bonus. Du coup, on va aller rendre cette quête. Donc, on a commencé par faire ce donjon, ça nous a pris une vingtaine de minutes. Bah, après, le temps qu'on revende et qu'on fasse un level up, voilà, pour encore quelques minutes. L'un dans l'autre, on s'en est bien sorti, ça va. C'est vraiment un donjon que normalement je fais jamais, c'est parce qu'il ne sert pas à grand chose. On a nettoyé ta bathhouse. Super, vous devez être très fort, voici votre récompense. J'ai eu 0 récompense. Au cas où vous auriez pas remarqué, j'ai eu 0 récompense. J'ai eu 1 level up. Donc vraiment, c'est ce que je dis, ce donjon, vous le faites voilà, parce que vous avez envie. En lui-même, tout ce qu'il fait, c'est rapporter du pognon. Bon, il rapporte du stuff, mais généralement, à ce niveau-là du jeu, vous n'avez plus vraiment besoin de stuff. Donc il y a peut-être effectivement un item ou deux qui vont être plus intéressants que vous avez. Bon, c'est pas ça qui va changer la fin du jeu. Et bah, vous avez une amulette, puis qu'est-ce qu'elle fait? Elle est incassable. D'accord, mais à part ça, elle est incassable. Oui, mais à part ça, elle est incassable, on vous dit. Voilà, voilà, voilà. Donc là, on n'a plus besoin d'argent. Pourquoi? Parce que techniquement, des niveaux, on a de quoi en gagner plusieurs dans le donjon final. Mais normalement, on ne sortira pas du donjon pour aller les gagner. Parce qu'il faut savoir que dans le donjon final, dans Thousand Terrors, les sorts de déplacement sont désactivés. Donc, portail de retour ne fonctionne pas. Portail de ville ne fonctionne pas. Et la balise de Lloyd ne fonctionne pas non plus. Donc, si vous voulez sortir du donjon pour level up, il faut sortir physiquement du donjon, aller level up, revenir en ville et rentrer dans le donjon et tout. Et vous allez voir que c'est juste tellement chiant que bah, finalement on va pas le faire. Donc c'est la dernière fois qu'on va aller faire un level up. Voilà. On se voit pour la dernière fois, mon pote. Bon, ça y est, ces niveaux servent à quoi techniquement? À rien, hein. Je veux dire, Pépic, il va gagner 1 point en Arms Master. Fantastique. Bon, il a 1000 points de vie, hein, Pépic. Toi, tu vas gagner 1 point en Arms Master. Toi, tu vas gagner 1 point en Elemental Magic. Toi, tu vas gagner 1 point en Spirit Magic. Et voilà, on n'en parle plus. C'est vraiment des niveaux un peu pour rien. Hein. Voilà. Maintenant, donc effectivement, les seuls donjons où on n'a pas été, c'est les donjons pour lesquels de promotion qui ne nous concernent pas. Bon. Donc c'est pas très grave. Et maintenant, on va essayer d'aller attirer Njam, le fourbe. Si je ne m'abuse, il habite ici, Njam. Donc là, le mec, il est vénère, il va nous poursuivre.
S'il arrive à passer la porte. Il faut courir avec lui au cul à la tombe des 1000 terreurs. Thousand Terrors. L'entrée de la tombe est là-bas. Donc ça nous a offert un level up. Hein. Apparemment, Jam, il est perdu. Il n'a pas suivi. C'est original. Donc on a un level up qu'on pourrait aller passer. Pourquoi faire, hein, je veux dire, à notre niveau, ça sert pas à grand chose d'avoir du level up. Y a-t-il quelque chose à combattre? Alors oui, ce donjon est de très loin le plus bourrin du jeu. Et quand je dis bourrin, c'est bourrin. Vous imaginez pas à quel point ce donjon va être bourrin. Ah, Natural Armor, c'est que sur un perso. Ouais, non, ça craint. T'as pas un buff intéressant? Alors, Terreur Amphibie, c'est ce qu'il y a de plus weak dans la série Terreur. Est-ce que ça a du sens de continuer à looter ces mobs? Non. Non, puisqu'une fois qu'on sortira d'ici, on aura gagné le jeu. Vous voyez tous les points jaunes hein, sur la carte, c'est du mob. Et du mob, il y en a. Et il y en a partout. Et il y a en particulier une chier dieu volant dans ce donjon. Vous avez intérêt à aimer les yeux volants, moi je vous le dis. Parce que vous allez en bouffer. Les rouges, là, les Oculus sont particulièrement mortels parce qu'ils paralysent vos personnages. Tu sors d'où la terreur reptilienne là? Retourne-y. Est-ce que tout le monde est bon là ou quelqu'un s'est fait paralyser? Tout le monde est bon. Parce que bon voilà, vous pouvez toujours hein, looter et tout, hein, mais franchement ça sert plus à rien à ce point là du jeu. Alors des yeux normalement il doit en avoir sous l'eau. Ouais, cet Orbus par exemple. Orbus. Il y a un œil quelque part sous l'eau. Il y a un démon là qu'on entend faire. Ça c'est un peu bon hein. Alors je crois qu'on n'est pas allé du bon côté. Non, c'est de l'autre côté qu'il faut aller. Bon, c'est pas grave. Alors régulièrement, Jam va spawner dans ce donjon. Et il va nous savater. Et il fait très mal et il casse tout. Ouais, dans ce donjon là, on peut pas détruire les vases. Bon, on s'en fout du stuff, hein, clairement. Comme je dis, on est dans le donjon final du jeu, donc le stuff n'a plus aucune importance sur ce jeu. On est face à des hordes de terreur, de dieux maléfiques et de démons. Hein. On va quand même ouvrir les coffres par acquis de conscience. Mais c'est uniquement par acquis de conscience, quoi.
Donc je disais, Njam le fourbe va régulièrement spawner et nous foutre sur la gueule. C'est quelqu'un de pas très sympathique ce Njam. Et quand ça arrive, la seule solution que vous avez, vous pouvez pas le tuer, hein, c'est un dieu. Faut fuir. Putain, il y a un boucan ici. Oh, la terreur reptilienne là, viens ici. Attends, on entend les démons là, on les entend bien. Bon, ça meurt bien les terreurs, hein. Je veux dire, nos persos sont tellement bourrins que ça meurt bien. Hein. Et il faudra ça. La fin du jeu sur Might and Magic 7 est ultra bourrine. Alors nous avons des portes avec un pattern spécifique. Voilà. Je crois pas que ce soit obligatoire de venir dans ces salles, mais c'est pas grave. Oh, la magicienne, elle a pris cher quand même. Dans ces... Oh, ouais. Bon, tu sais quoi? Voilà, tu lances un petit Divine Intervention. Donc, le donjon lui-même est assez grand. Ce qu'on peut faire là, c'est bâcher. Je veux dire, on gagne beaucoup d'XP en bâchant ici. Je vais juste regarder, est-ce qu'on se fait péter du stuff? Parce que ces horreurs peuvent casser le stuff. Non. Alors ici on va ouvrir pareil. On va avoir les mêmes mobs à peu près. Grosso merdo. Des horreurs, des yeux. De toute façon c'est le contenu de ce donjon, hein, je veux dire. Ce donjon n'a pas de contenu foufou à vous donner. Alors il y a du coffre noir. T-League, c'est une arme de lancer. Plus 10 en might, plus 30 en accuracy, off disease, etc. Bah toi tu peux le prendre puisque tu aimes les armes de jet. Au lieu d'avoir... Alors à distance, tu fais 92, 24, 42. 89, 58, 68. T'as un peu moins de chance de toucher, mais quand tu touches, ça défonce. Alors, ça sont des pièges qui vont se déclencher quand vous allez marcher sur certaines tuiles. Alors là, quand vous allez rentrer dans cette salle, la porte va se verrouiller. Donc là, déjà, la porte... c'est pas verrouillé, mais si vous rentrez vraiment effectivement dans la salle, la porte va se verrouiller. Alors pour l'instant, on va buter ce démon inférieur, ce démon mineur. Tous les démons mineurs ne deviennent pas des démons majeurs à la mort. Idéalement, il faut pouler un maximum à l'extérieur, parce que quand vous allez rentrer, il y a un Njam le fourbe qui va spawner. Et tous les mobs vont vous attaquer. Njam le fourbe va falloir tourner en rond pour faire en sorte que Njam arrête de vous poursuivre. Et pendant ce temps, vous allez vous faire canarder. Ah bah, le voilà qui a spawné. Njam. Donc on va attendre qu'il despawn. Vous l'entendez là, quand il spawn, il y a une espèce de... comme ça là.
Bon, on fait quand même très mal à distance, hein, entre Everstrike et... Non, c'est pas encore une jam qui spawn. Des monstres spawn, mais pas encore une jam. Ouais, je dis entre Everstrike et la hache de G là qu'on a sur Raquel, à distance, on fait vraiment des dégâts absolument fous. Allez, on va rentrer. Voilà, donc jam spawn forcément avec des démons, hein. Vous pouvez pas les tuer autrement. Donc le but c'est de tourner en rond jusqu'à ce qu'une jam despawn. Il va despawner tout seul. Quoique pour l'instant ce blaireau il s'est coincé dans du mobilier. On va péter les démons. Voilà, une jam, il se barre. Au bout d'un moment il se barre. Quand il spawn, il se passe ça, donc il spawn. Généralement il spawn seul, bon là il y avait des mobs avec. Et au bout de quelques instants il se barre. Alors, 3 coffres noirs. Une épée à 2 mains de Broderick. Elle fait vraiment des dégâts de merde. Ah, c'est seulement pour Paladin. Oui, bah forcément si c'est de la merde, c'est forcément pour Paladin. Clé des escaliers, ça c'est obligatoire pour continuer. Feuille de papier. Et le casque de frais. C'est le set de prêtre. T'avais pas encore le casque de frais, toi? Si on met ces 3 items... Alors je sais plus ce qui reste comme item pour frais. Mais toi c'est plus 5 en Spirit Magic. C'est quand même vachement mieux que tout ce que vous avez ici. Toi on t'a donné cette feuille de papier. Jnan Nam Jna. Ça c'est utile pour je sais plus quoi. Bon, on a la clé des escaliers, ça s'est bien passé. Franchement pour l'instant ça se passe nickel. On est encore face à une porte comme ça qu'il faut ruser pour ouvrir. Je suis un peu déçu par le contenu des coffres noirs, je m'attendais à autre chose. Vraiment. Enfin, je m'attendais, j'espérais autre chose. C'est les seuls coffres qui sont intéressants à looter pour l'instant, pour le coffre noir. Merci GeForce Game Ready Driver. Du coup, ça va me faire planter le jeu, donc je vais faire une save et je vais couper là. Non, non, il est parti tout seul le message. Bon, c'est bien parce que dans le genre truc chiant, ça se pose là. Alors, une jam va pas tarder à respawner. Petite intervention divine. Non, Jan va spawner dans ce couloir. Voilà. C'est pas comme si on connaissait pas ce jeu, hein. Il a mis un 107 points de dégâts dans la gueule à Gudrun, ça fait pas plaisir. Il finira par me lâcher à un moment donné, hein. Je crois qu'en fait, il faut aller dans l'escalier pour qu'il te lâche. En fait, tourner en rond, ça sert à rien, je crois. Il faut aller dans l'escalier.
No broken. Alors, qui d'autre s'est fait péter quelque chose? Elle. Fixed. Donc là, du coup, il y a des salles sur le côté. Ça n'a aucun intérêt de les faire. Donc on ne va pas les faire. On va aller au niveau inférieur. Alors, le niveau inférieur, lui, va être beaucoup plus bourrin et costaud. Le premier niveau, c'était une mise en bouche. Puis, le deuxième niveau est beaucoup plus grand et ultra bourrin. Alors, ultra bourrin, et quand je dis ultra bourrin, c'est ultra bourrin. Alors, ça fait combien de temps qu'on y est? Ça fait 40 minutes qu'on est sur cet épisode. Ok. On va forcément devoir faire un break parce qu'en 20 minutes, je ne vais pas finir ce donjon. Hein. Le niveau est beaucoup trop gros. Toi, tu m'auras un petit coup de bénédiction. La magicienne, je suis pas contre le fait que tu me refasses. Hâte. Et Wizard's Eye. On va te shooter à distance si on fait très mal à distance aussi, mec. On sait pas ce qu'on fait, mais on le fait. C'est pas forcément très intelligent. C'est pas forcément très intelligent de venir là, mais on l'a fait, hein, voilà. Ça nous a fait aller vachement plus vite en fait. Là on arrive par le bas, d'habitude on arrive ici par le haut. Pourquoi pas, hein? Ok, donc là-bas il y a les échecs, il faut qu'on aille faire les échecs. Je sais pas si on peut aller les faire là comme ça. Alors faut faire gaffe à l'Oculus parce que l'Oculus il peut paralyser. Ah, quelqu'un a été paralysé. Ce quelqu'un, c'est Raquel. Vous voyez ça en bas à droite de son portrait, sa petite gemme personnelle, elle reste rouge. Ça veut dire qu'elle n'est pas en état de récupération. Voilà. Là, elle a récupéré. Avec les Oculus, faire très attention. Ils vous paralysent au personnage et ça peut être très très chiant. Ah, il y a du monde là-dessous, hein. Dégage leur bus, je suis en train de tuer l'Oculus là. Là on a personne de... On n'a personne de paralysé là déjà, c'est bien. Est-ce qu'on a eu de la casse? Non. Là il y avait des démons aussi, hein. Ouais, ça semblait bien.
Donc là, c'est du mob ultra haut level, hein, et il y en a pas mal à la fois, et c'est bien bourrin. Hein. C'est effectivement très bourrin. On peut passer niveau 54, donc on a déjà fait près de 2 niveaux depuis qu'on est rentré dans ce donjon. Alors, les échecs. Il faut comprendre comment se déplacer. Il faut traverser les échecs. Il faut qu'on passe uniquement sur des cases où les pièces qui sont déjà posées ne peuvent pas prendre. Donc si je ne dis pas de conneries, il faut commencer par là, aller jusqu'à la deuxième noire, puis revenir, puis avancer. Et ensuite, on va avancer. Non, bah non, lui va nous pousser, lui. Ah, on était pas mal, et puis j'ai fait de la merde sur le dernier mouvement. Hop, ça a fait spawner Jam. Ah oui, c'est vrai, quand vous foirez les échecs, il y a un Jam qui spawn. Hein. Sinon, même si vous le réussissez, il y a un Jam qui spawn. Donc j'attends qu'il despawn. Ça dit, je peux quand même retenter des échecs. Hein. J'étais pas mal, je me suis chié dessus sur le dernier mouvement. Non, qu'est-ce que je fais là? Je fais n'importe quoi là. Putain, j'étais presque avant et là, je suis en train de faire total n'importe quoi là. Mais alors, total n'importe quoi. Ok, c'est bien ici. Ah, mais parce que le cavalier a bougé du coup. Le problème, c'est que il faut que j'aille. Voilà. Normalement, Jam il spawn quand vous ouvrez ces coffres. L'armure de plaque de prix, plus 2 en bodybuilding, plus 4 might, plus 10 en stats avec tout le set. Oui, bon, ça c'est pour gladiateur, il n'y a aucun problème là-dessus. Et la clé du labyrinthe. Bien! Nous avons la clé de l'étape suivante. Voilà, donc on va se faire foutre à la flotte, on s'en fout. Hein. Nous on veut juste sortir d'ici. Alors toi, ton armure c'était 35 armures, donc tu avais 84 en classe d'armure, maintenant tu as 109. Ouais, t'es un petit peu plus costaud là. T'as gagné des points de vie aussi, puisque t'as gagné du bodybuilding. D'ailleurs, un point bodybuilding c'est combien? C'est 100, un point c'est 50 points de vie. Pour toi. Donc c'est encore plus bourrin que sur Might and Magic 7, vous voyez, bodybuilding. Bon, donc on a la clé pour le labyrinthe, puisque si vous regardez ici en haut, il y a un labyrinthe. Bon, on va y aller. Hein. Voilà, regardez, ici il y a quelques salles, on s'en fout, et là où il y a un labyrinthe. Donc c'est ça qui va nous intéresser, le labyrinthe. Il commence ici. Non, pas exactement. Oh là, il y a un spawn furieux de mobs là sur notre gueule. Nous ne validons pas forcément.
Putain, ce démon... Il y a du mob super high level ici. Hein. Ça ne rigole pas. Alors, est-ce qu'il y a de la casse? Non. Voilà, donc le labyrinthe, il est là. Donc comme vous voyez, il est rempli d'yeux. Effectivement, il y a beaucoup d'yeux ici. On a trouvé aussi un papier. Ça vous tente de jouer aux échecs? Oui, bah c'est déjà fait. Toi, j'aimerais bien que tu rebénisses tout le monde, s'il te plaît. Parce que là, mes deux mecs à distance peuvent faire de très gros dégâts et donc leur boost, il va claquer à distance. That one, what speak? Bien. Alors c'est plein d'Oculus hein, dans ce labyrinthe. Soyez pas étonnés si y en a quelques-uns qui vous attaquent. Hein. C'est normal. Là, il y en a qui sont cachés derrière le coin, qui vous tomberont dessus par la suite. Ah, on peut le shooter, leur but, lui, il peut... Ah si, il peut le shooter aussi quand même. Voilà, ça a été assez vite torché. Avec ces toiles d'araignée, c'est difficile d'y voir grand chose. Hein. Heureusement, nous avons le plan du labyrinthe. C'est toujours très utile. Le home de Broderick, ça c'est pour le set du paladin. Donc on a un item de set dans un coffre qui n'est pas noir. Ça c'est original. Alors, la sortie, elle est à droite. C'est ça. Donc c'est un petit labyrinthe, hein. C'est pas un gros labyrinthe méchant, quoi. En plus, c'est que des Orbus qu'on a là-dedans, c'est même pas des Oculus. Je dirais presque que c'est des sorts. Vous voyez, là-bas, il y a de l'Oculus qui vous attendait en suspension. Bon, on s'en fout, encore une fois, on ne ressortira pas d'ici pour faire du level up, donc on va pas chercher toute l'XP ici, hein, c'est pas la peine. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est de traverser ce donjon. Cela dit, ça fait bientôt 1 heure, je pense qu'il doit me rester 20-30 minutes sur ce donjon, guère plus. Voilà, on en est revenu ici. On va traverser cet endroit. On va soigner un petit peu notre ami, je vais dire Forad d'air. Non, ce n'est plus Forad d'air. Donc il y a une jam qui spawn ici. On s'en fout.
On va faire que traverser ce niveau pour aller ici. Voilà, au niveau supérieur. Donc on arrive au niveau supérieur qui sera l'ultime niveau, vous voyez, donc c'est assez court, c'est assez simple. Il y aura là-bas une espèce de salle d'échecs où il va y avoir de la méga baston et la salle de fin avec de la super méga baston. Et ensuite on va faire ça. Donc ce que je propose de faire c'est... Là pour finir, je vais peut-être pour 15-20 minutes, donc est-ce que j'arrête cet épisode et j'en refais un plus court? Ou est-ce que je vais faire un épisode qui va durer 1h30 pour finir? Je pense qu'on va faire un épisode de d'1h30 pour finir. Là on va rusher, enfin on va rusher. C'est pas comme si je traînais hein, depuis que je suis dans ce donjon. Ça va devenir ultra bourrin là maintenant. Ah, faut toujours tuer les Oculus en premier hein, parce que les Oculus vous paralysent. La Raquel est paralysée par exemple. Intervention divine. Voilà, donc on arrive sur les deux dernières salles du jeu. Et là, vous voyez une petite cutscene avec Enjam le fourbe qui arrive. Je ne vous permettrai jamais de tirer ce levier, vous ne me congelerez jamais. Je reviendrai quand vous serez mort, adieu aventurier. Donc c'est là que ça va tourner à la baston. Parce que la baston qu'on a eu jusqu'à présent, c'était du pipi de chat. Ah, vous allez dire, tiens, encore un jeu. Alors là où il y a du mob, hein. Du démon majeur et tout, Greater Demon. Elle ne sait même pas ce que c'est. Alors ces pièces là, il faut savoir que voilà, elles vont se transformer en démons. Et ces démons inférieurs, ces démons mineurs, quand vous les tuez, ils se relèvent sous la forme de démons majeurs. Il faut apprécier de buter les démons majeurs ici parce que ça allait en tuer beaucoup. Parce que les mobs dans la salle là-haut, ils respawnent en continu. Donc cette salle dans laquelle nous sommes, il faut la nettoyer et après il va falloir essayer de se trouver un bon spot dans la salle là-haut. Il y a l'Oculus qui m'a chopé. Bon. Alors la salle d'en haut, il faut savoir qu'à un moment donné, là derrière, il y a une porte secrète qui va s'ouvrir. Et qu'elle va mener à un levier. Et que c'est quand on activera ce levier qu'on aura gagné le jeu. D'ailleurs, si vous regardez la carte, hein, vous voyez clairement ici, il y a un petit renfoncement. Cette porte secrète, à ma connaissance, elle s'ouvre d'elle-même au bout d'un certain temps. Et c'est là qu'il va falloir utiliser ça. Ah, j'ai entendu un boom. Non. C'est là que, dans cette salle, si vous n'avez pas intervention divine, vous allez pleurer. Parce que ce combat est méchamment bourrin. En fait, au bout d'un moment, normalement, ça va s'ouvrir ici sur le côté.
Voilà. Bah, on a tué tout le monde. Il n'y a plus de spawn de monstres. Donc, vous voyez, on a fait tout ça. Et maintenant, on arrive là. Et ici, il y a un levier. Et ainsi s'achève le jeu. Voilà, Jam a été emprisonné, il est venu voir si on était bien mort, mais on n'était pas mort. On a tué tous ces démons et on l'a congelé. They were successful. Jam will not bother anyone again for some time. Excellent. They will hold an important position in Hollenholt. I wanted to talk to you about that, Croc. And what is it you wanted to say? You played them like a fiddle in the hands of a star. Perhaps we could be truthful with them. You begin to overstep your latitude, Gatekeeper. They gave up everything to serve you, Croc. They deserve the truth, and I believe a reward. Should they come to Arsnagard to take up residence at Hollenholt, I will not let them in. They deserve better than to find death waiting after what they have done. These mortals imprisoned a god. I think you've grown fond of these mortals, Rendell. Perhaps, though, you are right. Here's what I will grant them. They will be free to come and go to Arsnagard as much as they wish. And when they are ready, they will find exalted places waiting for them in Hollenholt. But once they have entered Hollenholt, they will not be allowed to leave. Ever. I think that will suffice, Lord Croc. The next time they return, Gatekeeper, give them this. What is this? It is their true writ of fate. Et voilà, et donc la cinématique de fin vous montre Handel qui vient voir Kron en lui disant oh, les aventuriers ont réussi, et Kron dit bah oui. Et après ce qu'ils ont fait, ils méritent une place de choix ici à Arsnagard. Et Handel lui dit mais après tout ce qu'ils ont vécu et tout ce qu'ils ont sacrifié pour toi, Kron, peut-être leur dois-tu la vérité? Et la vérité en fait c'est que eh bien en fait vous aviez vraiment un destin, il y avait une ordonnance du destin qui vous concernait, mais c'est Kron qui l'a possédé. Et votre destinée était d'emprisonner Jam le fourbe. Donc pour que vous puissiez réussir, Kron a mis en place tout ce plan. Hein, c'est Kron qui est derrière tout ce qui s'est passé. Et il a donc organisé tous les événements. C'est lui qui a trompé Tamurleng en lui faisant croire qu'il avait une destinée. C'est lui qui vous a trompé, vous, en faisant croire que vous aviez une certaine destinée, pour que vous vous rencontriez et que vous deveniez très puissant et que vous alliez voir les dieux pour pouvoir après être envoyé en mission contre Jam le fourbe. Donc c'est tout simplement votre destin, c'est Kron qui l'avait, hein, ce destin, et il vous a dupé et trompé jusqu'au bout. Et donc au final, puisque Handel prend votre défense en disant quand même Kron, tu leur dois la vérité et moi je veux pas qu'ils meurent après tout ce qu'ils ont fait. Donc si leurs âmes reviennent ici, je refuserai de les laisser rentrer. Du coup, Kron dit ok. Alors tant qu'ils seront vivants, ils pourront aller et venir entre Kedian et Arsnagard. Et lorsqu'ils mourront, ils trouveront une place de choix ici parmi nous. Et c'est ainsi donc que s'achève Might and Magic 9. Alors au niveau de l'histoire, c'est certainement l'un des jeux les plus pourris que j'ai jamais vu. Je veux dire, cette histoire était tellement tirée par les cheveux. T'as un destin, ok, alors tu vas tout faire pour accomplir ton destin. Et puis à un moment donné, bah, tu te rends compte que ça foire. Tu te dis mais qu'est-ce que c'est que cette connerie?
Alors on t'envoie quand même chercher une ordonnance du destin, et tu en ramènes une au dieu, et tu dis bah je vais y retourner, et je vais le refaire, et tu le refais, et là bah what the fuck, ton ennemi il a un destin aussi, et essaie de gagner, tu vas voir les dieux, on te dit que c'est à cause d'un autre dieu, et finalement c'est pas à cause de lui, c'est à cause du dieu principal qui a mis tout ça en scène pour arriver à se faire, enfin c'est tellement tiré par les cheveux cette histoire, que c'est pas possible, je veux dire... Je sais même pas qui a pu avoir une idée pareille. C'est le mec, il faut vraiment qu'il aille consulter un psy d'urgence, quoi. Voilà, en dehors de cette histoire un peu trop what the fuck, un peu trop tirée par les cheveux, avec 36 twists complètement débiles, vous avez la réunion du conseil, et au moment où la réunion du conseil va arriver, on vous dit, non mais attends, on va chercher un jouet en peluche, là, à la foire à côté. Mais t'es what the fuck, quoi. Bref, tout ça pour dire, c'est pas un jeu avec une histoire de folie, hein, comme Might and Magic 6 ou 7 ou Might and Magic 1, 2, 3, 4, 5. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Bon, clairement, c'est un jeu à petit budget, hein, comme je l'ai dit, hein, le studio était en train de couler. Il a coulé pas longtemps après, hein, l'année d'après, je crois. Donc oui, c'est un jeu en fin de vie pour un studio, hein, et honnêtement, ils ont essayé de relancer quelque chose, ils ont essayé de faire un jeu qui tienne la route. Alors au niveau du gameplay, le fait de se déplacer façon FPS est agréable. Je dois avouer, c'est un peu plus nerveux au niveau du gameplay. Vous avez du coup beaucoup moins recours au tour par tour, parce que c'est bien nerveux comme il faut en temps réel, et que vos personnages sont surpuissants sur ce jeu, hein, il ne faut pas se mentir. Donc j'ai dit en début de jeu qu'il était plus difficile que les précédents, c'est vrai, mais surtout au début en fait. On va dire les 15 premiers niveaux sont clairement difficiles sur ce jeu. Une fois que vous avez passé les 15 premiers niveaux, bon, si vous n'avez pas fait n'importe quoi au niveau du développement de personnage, si vous avez un gladiateur dans votre équipe et que votre premier focus a été de le passer grand maître en lance par exemple, et que votre deuxième focus est de le passer grand maître en arms master, à partir de ce moment-là, il ne peut plus rien vous arriver. Bon, il faut savoir où trouver Gungnir, parce que bon, l'Inventa Storka, si vous ne connaissez pas forcément le jeu, vous lancez dedans, c'est pas nécessairement un donjon que vous allez faire, mais l'Inventa Storka, c'est un donjon où vous allez normalement trouver cette lance, Gungnir, donc j'aurais pu le faire plus tôt, ce donjon. J'ai jamais ressenti vraiment de besoin de booster les performances de mon gladiateur. Bon, après, c'est un jeu, si vous le connaissez, c'est mieux. C'est parce que, comment dire, les classes sont pas du tout équivalentes, hein. Vous remplacez un gladiateur par un paladin, c'est pas la même, hein. Le paladin, au mieux, il fera 1 ou 2 attaques par round, avec un gourdin, donc en faisant beaucoup moins de dégâts. Alors certes, il va stun régulièrement les ennemis, et c'est là-dessus que vous allez compter pour gagner, hein, avec un paladin, sur le stun. Mais tout de même, ce ne sera pas la même chose du tout qu'un gladiateur. Et encore, j'avais qu'un seul artefact en main. Mais tu regardes les bizarreries, je leur faisais limite du one-shot. C'est pourtant du mob relativement costaud. Bon, après au niveau du gameplay, ils ont essayé de garder les fondamentaux d'un Might and Magic, hein, avec le système de compétences, le système de leveling, qui reste rigoureusement identique à ce qu'il y a avant. La simplification des compétences, avec une seule compétence d'armure, pourquoi pas. Je suis pas fondamentalement fan, au sens où ça veut dire que, par exemple, le mec qui va le mieux maîtriser l'armure de cuir, c'est aussi le même mec qui va le mieux maîtriser l'armure de maille, c'est aussi le même mec qui va mieux maîtriser l'armure de plaque. Donc par exemple, ton assassin, dont on peut attendre qu'il soit le mec le mieux entraîné avec une armure légère, eh ben non. Et, il pourra jamais annuler la pénalité de récupération de l'armure légère. Et c'est con, hein, c'est con, quand on y pense.
Voilà, donc c'est plein de petits trucs comme ça qui font que, effectivement, je suis pas forcément fan de cette simplification des compétences. Le fait d'avoir passé les dagues, les épées et les haches, tout ça sur la même compétence, c'est bien, mais du coup, par exemple, quand vous voulez savoir quel est l'effet du rang grand maître, parce que grand maître, il y a pas mal de monde qui peut être grand maître en Blades, et vous voulez savoir à quoi ça correspond grand maître, eh ben vous ne savez pas parce qu'il y a écrit l'effet varie selon les classes. Dans le manuel du jeu, c'était pas indiqué, l'effet par classe. Du coup, c'était démerde-toi pour le savoir. C'est pas exactement fun quand un jeu ne te dit pas exactement ce que font les compétences, n'est-ce pas? Donc, il y a quelques soucis qui sont entraînés par cette uniformisation, cette simplification. Après, bon, d'un autre côté, ça évite de se retrouver avec des chevaliers qui commencent avec armure de cuir. On regarde directement Might and Magic 6 et 7. Pourquoi les chevaliers qui ne sont pas censés être des mecs qui se battent dans l'armure de cuir commencent avec la compétence armure de cuir? Ça fait une compétence de perdu au début du jeu. Bon, il suffisait de changer ça en faisant des chevaliers qui commencent avec l'armure de plaque, c'est tout. Je veux dire, c'est tout. Le but du jeu, c'est que clairement sur Might and Magic 6 ou 7, si dès le niveau 1 vous avez une armure de plaque, les monstres ne vont pas vous toucher beaucoup au début du jeu, et donc vous allez être un peu trop puissant. Bon, l'un dans l'autre, voilà. Après, qu'est-ce que je pense du jeu? Bon, c'est du Might and Magic classique au niveau du gameplay. Le système de magie a été totalement refondu. J'aime bien ce système de magie, parce qu'il évite que vous vous spécialisez comme un tordu dans une seule magie. Donc il va vous obliger à aller chercher au moins deux skills magiques. Et vous avez bien vu là sur ce let's play, j'avais vraiment que 2 skills magiques par personnage. Même si j'ai monté un 3e skill au niveau expert parce que j'étais un petit peu obligé. Pour lancer Lloyd's Beacon par exemple, des trucs comme ça. J'ai vraiment développé que 2 skills magiques. Mais ça a bien marché. Cela dit, sur ce jeu, la magie est extrêmement faible par rapport aux autres jeux de la série. Tant votre assassin ou votre gladiateur peuvent faire des dégâts absolument fantastiques sur ce jeu. Bon, par contre, si vous prenez un ranger, c'est pas la même. Le ranger, il fait mal à l'arc. En dehors de ça, il fait pas très mal. Et comme sur ce jeu, l'arc, vous n'allez pas l'utiliser tant que ça. Vous pouvez l'utiliser, mais... bon, vous prenez Everstrike avec 2 attaques par round, oui, vous faites 100 points de dégâts par round à l'arc. Donc vous pouvez quand même avoiner à l'arc. Mais dans les donjons, c'est pas toujours évident d'y aller à l'arc. Donc c'est pas forcément fantastique. Donc on en revient toujours au point où je pense que les combattants de CAC sont extrêmement puissants sur ce jeu. La magie est pas très puissante, comme les buffs durent très peu de temps avant que vous ayez fait les 2/3 de la partie, vous n'allez pas utiliser les buffs en début de jeu, et du coup vous les utilisez pas forcément en fin de jeu non plus. Là je les ai utilisés, histoire de dire que je les ai utilisés. J'aurais aussi bien pu ne pas m'en servir de ces buffs, ça aurait été la même chose. Donc bon, l'un dans l'autre, la magie est très faible. J'ai envie de dire, elle est à peu près au même niveau que sur Might and Magic 7, vous voyez, sauf que Might and Magic 7, bon, la magie, elle a quand même ses buffs qui, eux, sont efficaces. Donc vous pouvez utiliser Torchlight, vous pouvez utiliser Wizard's Eye dès le début du jeu, ce sont des sorts sur lesquels vous allez vraiment pouvoir compter. Là, pas vraiment. Torchlight fait trop peu de lumière, même à très haut niveau, il fait de la lumière sur 10 mètres autour de vous, et c'est tout. C'est vraiment pas énorme. Les sorts durent vraiment trop peu de temps. Je veux dire, voilà. Donc la magie est peut-être un peu trop nerfée sur ce jeu. Je pense que le problème, c'était d'essayer d'éviter que la magie soit complètement surpuissante, parce que comme maintenant l'effet d'un sort dépend de plusieurs compétences en magie, si vous boostez, mettons les 2 compétences en magie associées à un sort, si l'effet de chaque compétence est un peu trop fort, alors tout de suite vous allez avoir des résultats complètement débiles sur vos sorts. Donc si en fin de jeu on veut qu'il y ait un résultat correct
sur la magie, ça veut dire forcément que la magie va pas vraiment se développer beaucoup. Donc l'un dans l'autre, c'est, je pense, un équilibrage très difficile sur la magie qui a été fait parce que justement le changement de système fait intervenir plusieurs compétences, pas juste une seule compétence pour déterminer l'effet d'un sort, mais il y a plusieurs compétences qui déterminent l'effet d'un sort. Donc je pense que ça a compliqué l'équilibrage et du coup ça a fait que la magie, comme c'est un jeu qui a été fait un peu à la va-vite, faut être un peu honnête, l'équilibrage du coup il n'a pas été particulièrement bien ficelé. Bon, le nouveau moteur graphique, donc le moteur Litech, donc qui a été également le moteur du jeu Legends of Might and Magic. Graphiquement c'est moche. Ça l'était à sa sortie, c'était déjà moche. Ça n'a pas changé. Le passage au moteur 3D a du coup fait en sorte que le jeu n'a pas vraiment pu être open world. Donc à cause de toutes les limitations techniques, il y a eu un passage à un mode un peu couloir sur ce jeu. Ce qui donne du coup un côté beaucoup plus petit à ce jeu parce que les zones sont forcément beaucoup plus restreintes. Il n'y a pas de survol. Vous pouvez pas vous balader comme vous voulez. Vous pouvez traverser à peu près toutes les zones à bas niveau parce que bon voilà, le seul truc c'est Frostguard parce que quand vous faites courser par des loups noirs alors que vous êtes niveau 5, c'est juste pas possible. Mais en dehors de Frostguard, vous pouvez traverser toutes les autres zones du jeu, c'est pas un souci. Donc il n'y a pas vraiment de problème d'accès. De manière générale, les zones sont beaucoup moins peuplées que sur les Might and Magic précédents. Il y a assez peu de monstres errants. Vous finissez donc à un niveau bien plus faible. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup moins de monstres, donc vous gagnez beaucoup moins d'XP de bâche. Comme le jeu est aussi beaucoup plus petit, il y a moins de donjons. Il y a beaucoup moins de donjons que sur un Might and Magic 6. Et les donjons eux-mêmes, bien que bourrins, avant les derniers donjons sont pas forcément tellement peuplés non plus. Il y a juste la faille des morts qui est très peuplée. Les autres donjons, ça varie de pas mal peuplé à moyennement peuplé, donc c'est pas non plus incroyable. Donc l'un dans l'autre, oui, un Might and Magic plus petit. Vous voyez, le temps que j'ai mis pour finir, 7 mois et 6 jours. Alors certes, sur ce jeu, il y a beaucoup de voyages entre les zones qui prennent que 2 ou 3 jours. Mais quand même, je veux dire, 7 mois et 6 jours, c'est très peu. Il y a aussi le temps d'entraînement. Le temps d'entraînement, je crois que sur ce jeu, l'entraînement est instantané, si je dis pas de conneries. Contrairement aux autres Might and Magic. Bon, sinon j'aurais mis 1 an et demi pour le finir, à raison de une session d'entraînement par semaine. Donc, l'un dans l'autre, ça aurait quand même été très rapide. Bon, donc est-ce un mauvais jeu? Non. Est-ce un mauvais Might and Magic? Non, c'est un Might and Magic différent, clairement. Avec la fin de la deuxième génération du Might and Magic, c'est-à-dire le 6, le 7, le 8, qui se passait sur le monde d'Enros, je pense que, de la même façon que la deuxième génération des Might and Magic, qui a commencé avec le 6, s'est faite avec un changement de moteur graphique total, un changement de gameplay total. Le système de compétences a été complètement refondu. Le gameplay a été complètement refondu. On est passé d'un gameplay case par case, tour par tour, à un gameplay temps réel. On est passé d'un moteur graphique à un autre. Bref, il y a eu un changement total entre Might and Magic 5 et 6. Nouveau continent, nouveau monde. Nouveau moteur graphique, changements radicaux. Eh bien, comme là, on repart sur un nouveau monde avec Might and Magic 9, je pense que l'idée était de faire la même chose. Faire un changement radical. Mais ils ont quand même gardé le système de compétences de la deuxième génération parce qu'il marchait très bien. Et effectivement, il marche toujours très bien. Par contre, tout le reste a changé. Il y a des tonnes de loot sur tous les mobs.
Il y a un système de magie totalement différent. Il y a un moteur graphique différent. Il y a un gameplay différent. Donc on change vraiment tout en changeant de monde. Et le problème, c'est que là, par contre, ça n'a pas fonctionné parce que techniquement, quand Might and Magic 6 est sorti, techniquement parlant, c'était un jeu qui tenait la route. Il y avait peut-être quelques bugs, mais pas énormes. Il y avait essentiellement 2 bugs. Enfin, sur la version française, il y avait un 3e bug. Mais sur les versions de base, il y avait essentiellement 2 bugs. Il y avait le bug de l'XP infini, puisque la quête du Seigneur du Feu, vous cliquez sur quête, vous lui parliez et vous cliquez sur quête et ça validait la quête et vous recliquez dessus, ça la revalidait, vous recliquez dessus, ça la revalidait. Tant que vous ne fermiez pas la fenêtre de discussion du Fire Lord, vous pouviez cliquer sur quête autant que vous voulez et vous gagnez l'XP à l'infini. Et de la même façon, quand vous ouvriez le coffre de l'obélisque, vous le fermiez, vous l'ouvriez, vous le fermiez, vous l'ouvriez, etc. en boucle et vous touchiez les 250 000 gold à chaque fois. Donc vous avez possibilité d'avoir XP infini, or infini. Bon, mais en dehors de ça, sur ABF, il y avait un autre problème, c'est qu'il y avait un des arbres du fort Alamos qui était illisible. Et du coup, pour trouver le mot de passe en français, c'était relativement impossible. Il fallait appeler la hotline. Mais en dehors de ça, voilà, je veux dire, c'est un jeu qui techniquement tournait bien. Il n'y avait pas de plantage et rien de spécial. Might and Magic 9, c'est des plantages en pagaille. Mais en pagaille, c'est des bugs de partout. Vous allez vous retrouver coincé dans des textures. Les monstres aussi. Vous avez des monstres qui vont disparaître dans les murs et qui vont vous shooter. Vous avez beaucoup de bugs, des quêtes que vous faites mais qui sont pas comptées, qui sont pas validées, enfin bref. Ouais, c'est vraiment une pléthore de bugs sur Might and Magic 9. Pourquoi ? Parce que le moteur n'a pas été suffisamment peaufiné, il n'a pas été suffisamment testé. Ce jeu aurait mérité d'avoir plusieurs patchs correctifs. Là, j'ai joué en version 1.3. Il faut savoir que le jeu, je crois qu'il s'est arrêté en version 1.2 avec les patchs officiels. Le patch 1.3 que j'ai utilisé est un patch non officiel qui corrige déjà pas mal de bugs. Et malgré tout, vous avez vu la quantité de crash et de bugs que j'ai eu. Les frights dans les ruines de Vérofine qui foncent tout droit dans les murs, hein, qui en ont rien à foutre de vous. Par exemple, on fait plein de petits trucs comme ça. Techniquement, ce jeu, il est à la ramasse, il est aux fraises, et si on doit faire un gros reproche à ce jeu, c'est surtout ça, c'est qu'au niveau technique, il est à l'ouest. Et c'est ce qui lui a été beaucoup reproché quand il est sorti. Bon, déjà, son histoire, elle est complètement débile. Et enfin, au niveau technique, ce jeu, c'est pas possible d'avoir sorti un jeu comme ça. En fait, si la boîte était en train de faire... était en train de partir en banqueroute et il fallait absolument que ce jeu sorte pour ramasser un peu d'argent. Du coup, le jeu est sorti non fini, hein, clairement. Et des patchs, on s'est dit, ils se sont dit, des patchs vont corriger ça. Malheureusement, la boîte a fermé avant qu'ils aient vraiment eu le temps de corriger ça. Donc Might and Magic 9 est un jeu qui sera éternellement buggé et instable, malgré les efforts de GOG, hein, parce que là, je joue avec la version GOG. Malgré les efforts de GOG, qui pourtant fait toujours du très très bon boulot pour rendre les vieux jeux jouables sur les systèmes récents, celui-ci, il plante énormément, il bug énormément. Donc c'est vraiment dommage. Après, au niveau du fun, c'est un jeu dans lequel on se prend sans problème, hein, je veux dire. Moi, je commence une partie, j'ai aucun souci à me laisser porter par le jeu. Parce que c'est un jeu tout à fait intéressant. C'est un jeu dont la trame de l'histoire jusqu'au conseil de l'Alliance est somme toute très classique, hein. Elle n'est pas tellement différente de la trame de l'histoire de Might and Magic 8. Quelque part, c'est un peu réminiscent de la trame de Might and Magic 6, où vous avez 6 lords dans le royaume et vous devez aller parler aux 6 lords du royaume car vous devez les convaincre les 6, donc vous allez devoir faire des quêtes pour eux. On est vraiment sur une trame très classique, hein, pour du Might and Magic de 2e génération. Donc voilà, la trame passe plutôt pas mal. Vous avez un certain humour dans l'écriture, hein, je veux dire, Markel the Great, c'est un personnage qui est volontairement ridicule. Vous avez des histoires avec Nutty Nurtigan dans sa boîte à idiots, des trucs comme ça. Donc
Bon, il y a quand même un minimum d'intérêt à suivre le jeu. Vraiment, le jeu devient what the fuck à partir du moment où vous faites l'alliance. Et à partir de là, vraiment, ça devient complètement what the fuck. Mais à partir du moment où vous avez fait ça, normalement, vous avez déjà fait 80% du jeu. Donc les 20% restants, bon bah après vous les faites somme toute assez vite parce que à la fin du jeu va assez vite si vous avez bien développé vos personnages et que vous avez une bonne compo. Vous roulez littéralement sur ce jeu en fin de jeu. C'en est grotesque. Voilà. Donc c'est un jeu qui a de très bonnes choses. Globalement, je lui donnerai un bon 7 sur 10 à Might and Magic 9. Hein. Je dirais que dans la... Je vais dire un truc qui va faire pas plaisir à plein de gens. Mais dans les Might and Magic de seconde génération, c'est-à-dire 6, 7, 8, 9, c'est mon deuxième préféré après le 6. Donc oui, je préfère Might and Magic 9 à Might and Magic 7. Alors, je sais que beaucoup de gens vont être outrés et choqués. Hein. Ce sont deux jeux qui sont très très similaires. Ce sont deux jeux qui sont pas très libres. Alors Might and Magic 7, il y a un peu plus d'exploration, mais en fait les zones sont vides. Il n'y a pas grand chose à explorer sur les zones de Might and Magic 7. Donc l'un de l'autre, il n'y a pas vraiment plus d'exploration au final. Ce sont deux jeux qui vous prennent un peu trop par la main, qui vous mettent trop de limitations. Might and Magic 7 est un jeu qui a, à mon sens, trop de limitations. Dire tu veux aller à Eofol, il faut d'abord te taper les tunnels vers Eofol, c'est méga bourrin, c'est méga chaud. Tu veux aller à Nigon, bah faut que tu tapes les tunnels, faut que tu sortes de Thunderfist Mountain, donc faut que tu slalomes entre les Minotaurs, faut que tu aies du bol sur le spawn de Minotaur hein, quand tu rentres. Si tu veux faire du Town Portal, bah, il faut que tu sois maître en magie d'eau, donc il faut que tu aies déjà fait ta seconde promotion, sauf que les secondes promotions, c'est pas comme sur Might and Magic 9 où tu peux les faire tout de suite après les premières promotions. Là, je veux dire, niveau 10-12, j'avais déjà quasiment toutes mes secondes promotions. Sur Might and Magic 7, non. Ça marche pas comme ça. Ta seconde promotion, tu peux l'avoir que si tu es très avancé dans l'histoire. Donc, grosse limitation par rapport au sort de déplacement, par rapport au développement de tes personnages. Parce que là, voilà, je veux dire, je voulais passer maître en désamorçage de pièges assez vite. Bon, somme toute, au niveau 10 ou 11, je crois que je l'étais déjà. Donc ça a été très très vite. Pourquoi? Parce que Might and Magic 9, certes, a aussi des limitations par rapport aux classes de personnages, mais à moins de... Mais les secondes classes de personnages, vous pouvez les avoir très très vite. Du coup, les limitations, vous les sentez pas. Et ça, c'est très important. Alors que sur Might and Magic 7, vous ressentez beaucoup plus le poids des limitations, et ça, par exemple, pour la magie, c'est extrêmement dommageable. La magie a besoin, pour être efficace, que vous soyez de beaucoup plus haut niveau dans vos compétences de magie, avec, si possible, pas mal d'expertise. Sur Might and Magic 7, la magie peine à s'exprimer, tant que vous n'êtes pas grand maître en magie. Oh, si vous êtes maître, oui, bon, allez, ok, vous pouvez prendre portail de retour, mais vous ne pourrez pas le lancer comme vous le souhaiterez, il y a plein d'endroits où ça ne marchera pas. Donc ouais, bon, l'un dans l'autre... Voilà, je trouve que Might and Magic 9 a moins de limitations et de restrictions que le 7. Et moi, comme je l'ai déjà expliqué, s'il y a un truc que je déteste sur les jeux de rôle, c'est qu'il vous blinde de limitations. J'aime sur un jeu de rôle qu'il y ait de la liberté, tant au niveau de l'exploration que du développement de personnages. Je n'aime pas trop les jeux qui vous enferment dans un rôle de personnages et qui en même temps vous enferment dans un couloir. Je veux dire, à la limite, je peux accepter qu'un jeu me rende le développement plutôt linéaire au niveau du personnage, à partir du moment où au moins l'exploration dans le monde est plutôt libre. Mais quand les deux sont limités, et c'est le cas sur Might and Magic 7, forcément, je suis moins fan. Donc Might and Magic 9, oui, c'est un jeu que j'aime plutôt pas mal. C'est un jeu que j'ai pas mal joué dans ma vie, parce que du coup, c'est un jeu qui reste intéressant. Après, le problème, c'est que Might and Magic 7 a l'intelligence de proposer un côté ombre et un côté lumière, pour vous proposer une rejouabilité quelque part. Might and Magic 9
ne propose pas vraiment. Là, j'ai fait quasiment le tour du jeu. Je veux dire, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Bah, je n'ai pas fait les quêtes de promotion Ranger, Druide, etc. Bon, ça oui, parce que je ne pouvais pas les faire. Hein. Et j'ai pas fait le laboratoire des mages et le laboratoire des liches à Yorwick. Bon, cela dit, ce sont des donjons qui sont pas super intéressants, c'est méga bourrin. Tout ça pour avoir un peu d'XP, un peu de loot. Vraiment juste. Méga bourrin avec des tonnes d'yeux volants. Dans le laboratoire des liches, vous avez aussi des squelettes, des dagrels et des liches. Dans le laboratoire du mage, je crois que vous avez des Evil Enchanters. Bon. En soi, ce sont pas des donjons fantastiques. Mais voilà, j'étais pas tout à fait exhaustif, mais j'étais assez complet, je pense. J'ai même fait les thermes à la fin du jeu. J'ai même fait le Honk d'or. J'étais au temple de Honk. Donc effectivement, il n'y a pas des masses de choses en plus qui étaient à rajouter. Mais voilà, un jeu que je recommande si vous êtes quelqu'un de patient. Si vous pétez pas votre ordinateur au moindre bug ou au moindre plantage. Et si vous aimez les Might and Magic, oui, si vous aimez les Might and Magic, c'est un jeu qui mérite d'être joué. Might and Magic 8, c'est vraiment un jeu trop faible pour que je le recommande vraiment. Might and Magic 9, je le recommande au même titre que le 7. C'est-à-dire, si vous aimez les Might and Magic, à ce moment-là, oui, c'est un jeu qui mérite d'être joué. Ce ne sera pas l'expérience vidéoludique de votre vie, mais c'est un jeu qui méritera d'être joué, qui vous fera passer 20 à 30 heures de fun. Là, ce let's play a été somme toute assez rapide. Je pense en moins de 20 heures, il était fini. Bon, parce que je connais le jeu. Maintenant, si c'est la première fois que vous jouez à Might and Magic 7 ou 9, comptez plutôt au moins 30 heures pour le finir. Bon, ça dit, c'est pas non plus énorme, mais c'est quand même quelques heures de fun qui vous attendent. Soyez aussi pas trop exigeants sur l'histoire avec Might and Magic 9, parce que là, l'histoire, vraiment, ça devient totalement n'importe quoi. Bon, je suis assez content d'avoir réenregistré cette playlist, parce que techniquement, elle foirait avant, hein, donc j'ai réenregistré avec XSplit. Ça a l'air de fonctionner mieux qu'avec Loilo à l'époque. Et puis bah écoutez, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde. On va juste voir ce qui se passe quand on parle à Kron. Niveau XP, on a tellement bâché, on peut passer niveau 56. Donc vous voyez aussi en termes de niveau, hein, c'est moins développé que les précédents jeux, mais forcément vous bâchez beaucoup moins, donc c'est pas étonnant. Salut Kron. Nous avons emprisonné une jam. Je le sais, félicitations. Je n'ai pas le temps à parler avec des mortels. Adieu. Et nous avons ici notre véritable ordonnance du destin, hein. Qu'il soit su que le porteur de cette ordonnance a vu les Weird et a été jugé par elle digne de cet honneur. Les porteurs de cette ordonnance ont reçu pour destin par les Weird d'emprisonner le dieu Njam, aussi connu sous le nom du Fourbe, dans la tombe des 1000 terreurs à Arselgard. C'est leur destin à eux seuls, et ils auront l'honneur de l'accomplir. Voilà, ainsi est la véritable ordonnance du destin.